L'ESH est plus dur que la géopolitique. Vrai. Honteux, c'est faux. Très bien. L'ESH peut servir en géopolitique et vice-versa. Vrai. Vrai. Le programme de première année sert en géopolitique et en ESH. Vrai. Un petit vrai. Bonjour Samir, bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Pitchy. Salut Pichi. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière puisqu'on va parler ESH et géopolitique et plus précisément l'intérêt des deux mutuellement. Donc est-ce qu'il y a une influence mutuelle dans ces deux matières? Peut-être vous présenter rapidement. Et bah Samir Adjal, là aujourd'hui, j'interviens plus en tant que avec ma casquette de professeur de SH, même si je co-dirige les programmes de mission prépa depuis 7 ans aussi. C'est intéressant et je suis heureux d'être là parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur l'interconnexion entre Géopo et ESH depuis le début. Donc voilà, la casquette du professeur de SH, avoir passé les concours il y a 6-7 ans maintenant et donner des cours maintenant depuis autant d'années. Eh ben moi, c'est PA, je suis le responsable de la Géopo chez Mission Prépa depuis 5 ans, mais je suis aussi prof. Et comme l'a dit Sam, on donne des cours aussi. Moi, je donne des cours aux élèves de SH, de Géopo, enfin les concepts qui les intéressent, et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Nickel. Alors je vais commencer avec une première question qui peut paraître assez simple, mais est-ce qu'à votre avis, il y a vraiment une corrélation entre le programme de Géopo et le programme de SH? Le SH et l'AGG ont en commun le H, l'histoire, qui est présent dans les deux matières. On n'invente pas l'histoire... Voilà, on parlera d'histoire économique en ESH, mais évidemment qu'on intégrera des références classiques de notre histoire française et mondiale. Donc c'est évident qu'il y a des relations, et surtout dans les plans en réalité, parce qu'en ESH, on a tendance souvent à parler de l'institutionnalisation, la notion de puissance qu'on n'aborde pas directement, mais qui est aussi importante, les jeux d'influence, les jeux de pouvoir, etc. Et souvent dans les grands trois, on a besoin du cadre donné par la géopolitique qui nous renseigne aussi sur les rapports de force. Et analyser l'actualité, en plus, qui est très riche aujourd'hui, sans prendre en considération la géopo, c'est très problématique, parce que généralement, dans les périodes sombres de l'histoire, on a toujours une interconnexion entre des difficultés qu'on retrouve et des tensions entre les États et entre les zones d'intégration régionale, et la question économique, qui est un peu la conséquence, l'effet aussi. Donc, je pense que voilà, on peut pas analyser l'un sans l'autre. Et il y a vraiment des interconnexions, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Si, moi je suis totalement d'accord, mais surtout, on peut analyser des conflits idéologiques, des conflits géopolitiques, qui sont parfois même quasiment exclusivement de nature économique. On pense par exemple à la guerre moderne commerciale, on appelle ça la guerre économique, qui dure depuis un certain moment, entre la Chine et les États-Unis. On a tous les mécanismes des barrières tarifaires aux frontières. On a par exemple, on voit l'inefficacité des sanctions géopolitiques contre la Russie, sanctions qui sont principalement érigées de façon économique, puisqu'on ne peut pas engager de conflits frontaux à cause de la dissuasion nucléaire. Et puis, on voit que fait la Russie, hop, on passe en rouble. La sanction économique, elle est inutile. Donc ça pose aussi des questions plus élargies de droit international, d'efficacité du droit international et d'efficacité de gouvernance mondiale au niveau géopolitique, puisque la gouvernance mondiale des puissances, que ce soit militaires, politiques, diplomatiques, elle repose essentiellement sur la gouvernance mondiale économique. Et en plus, on l'a vu, ça s'explique à travers l'histoire, on voyait bien les deux grands blocs avec des idéologies économiques, les communistes contre les libéraux. On va pas faire les méchants contre les gentils, mais les guerres, elles sont plus du tout frontales. Les guerres, elles sont plus vicieuses. Et en plus, on en parlera peut-être dans la suite de la vidéo, mais l'intelligence artificielle, tout ce qui est les économies finalement virtuelles, ça emporte une myriade d'enjeux géopolitiques aussi. Pour rebondir, parce que je pense que sinon ça va jamais s'arrêter si on continue à rebondir, c'est la notion de mondialisation qui est au cœur du programme de Géopo, fait partie intégrante du programme de SH, et c'est notamment le premier module de deuxième année qu'on traite largement, et la question de gouvernance souvent intervient dans les grands trois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces notions-là et tous ces enjeux, que ce soit la numérisation, que ce soit la direction vers un monde plus durable, etc., ça se retrouve autant géopolitiquement qu'économiquement. Et une notion aussi qui peut avoir beaucoup d'importance, c'est la notion de sociaux. Nous, on en parle aussi beaucoup en ESH. Il y a la sociologie. Et la question des migrations, la question des flux migratoires, la question de l'humain au cœur, c'est une question importante. Donc, c'est pour ça, à partir du prisme de la mondialisation, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de rapprochements à faire. Et c'est pour ça que ça a de l'intérêt de se renseigner sur, sortir un peu de son carcan et de se dire, il n'y a pas que l'éco dans la vie, il n'y a pas que la géopo dans la vie, mais en fait, tout ça est lié.
Ok, très bien. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure parce que ça m'intéressait particulièrement. Tu disais, surtout sur le Grand 3, il peut y avoir un intérêt de la géopolitique. Est-ce que tu partages cet avis ou pas, PA, et vice-versa? Oui, je suis totalement d'accord, parce que surtout, au-delà d'éclairer de manière générale les parties d'un point de vue économique, ce qui est essentiel, il y a un truc que Sam vient de dire qui est absolument... merci de le rappeler, parce que dans une précédente vidéo, il y a quelques années, je l'avais souligné, mais c'est très peu utilisé. Le côté socioculturel, c'est une partie qui est complètement obscurcie, oblitérée par l'amoncellement d'autres connaissances. Et en fait, cette composante socioculturelle, elle est oubliée par les étudiants en géopo. Et en fait, elle expliquerait beaucoup de choses, surtout quand on se place d'un point de vue autre que européano-centré. Alors, je sais qu'on a coutume avec Mission Prépa, dans notre prépa digitale, de vous faire intervertir les classes ponctuellement pour certaines heures pour que tes élèves en ESH soient initiés à la géopo et vice-versa. Mais pour des étudiants qui typiquement ne travaillent pas avec nous en prépa digitale et qui n'ont pas de cours de ESH ou de géopo, quelles sources vous pouvez leur conseiller pour s'informer? Peut-être commencer par la géopo PA, puis Sam en ESH? Alors, on a tout un tas de sources hyper pertinentes. Déjà, on fait aussi des dossiers chez Mission Prépa qui sont dédiés à chaque matière, mais surtout, on peut élargir dans tous les domaines. Alors, je pense notamment à un certain nombre de chaînes YouTube. C'est un peu apprendre de manière informelle, hein. Encore une fois, j'ai pas de part chez Pascal Boniface, mais il a une chaîne qui s'appelle Comprendre le Monde, qui est extraordinaire, qui fait toute une série de petits podcasts sur certaines thématiques, autant économique que géopolitique. Vous avez des chaînes comme Terra Bellum, Le Dessous des cartes qui est hyper connu, les petits podcasts classiques, France Culture, Conflit, que je conseille, qui est vraiment exceptionnel, les sites comme DiploWeb par exemple, ou les journaux, vous sélectionnez les actualités. Il faut vraiment diversifier. Si vous pouvez lire des grands auteurs de géopolitique, Bachmann, Mackinder, Alfred Mann, etc., c'est du bénéf. Mais diversifiez vos sources. Il n'y a pas que le cours. C'est ça que, d'ailleurs, comme ça me disait, qui permet de sublimer vos trois. Et encore mieux, si on peut lire des ouvrages qui mêlent géopolitique et géoéconomie. Encore mieux. Et pour compléter ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est que moi je différencierais quand même pour les étudiants qui sont en ESH et qui veulent avoir des références en géopo. Donc là, du coup, je renvoie à ce qu'a dit PA, et DiploWeb, je l'avais découvert assez tard, par exemple, mais je suis tombé dessus. C'est très intéressant parce que souvent les liens avec l'actualité économique se regroupent. Mais au-delà de ces liens spécifiques, nous, on va avoir beaucoup de références. Donc, dans les sources supplémentaires, on va avoir beaucoup d'articles de recherche extrêmement précis. Je pense au rapport du CAE, aux lettres du CEPI, etc., qui sont un peu trop complexes pour des étudiants qui sont en géopo. Donc ça, en fait, je le conseillerais pas. Par contre, on va avoir des chaînes YouTube, donc parce que les chaînes YouTube, c'est une bonne façon de commencer à appréhender certaines notions au travers de l'actualité économique. On va avoir Xerfi, qui fait c'est une chaîne très intéressante. On va avoir Blast, par exemple, etc. Donc, il y a plusieurs formats comme ça sur YouTube qui peuvent intéresser les étudiants. Mais au-delà de ça, quand vous abordez des notions qui sont proches de notions économiques, par exemple la notion de la monnaie, la question, je sais pas, de la technologie, la politique monétaire, parce que la politique monétaire, c'est quelque chose d'assez complexe en réalité. Ça fait intervenir les banques, et il y a un chapitre en commun sur l'Europe où on est obligé de parler de l'institutionnalisation de la politique monétaire et de la politique européenne. Et en fait, ça, c'est un chapitre en commun. Parce que quand on parle de l'Europe, on va parler du rôle de la BCE, de la Commission européenne, etc. Après, nous, on va avoir une dynamique plus économique, et eux, peut-être beaucoup plus liés à la politique, à la géopolitique, etc. Et nous, généralement, quand on fait des cours en commun, je vais expliciter davantage des notions qu'ils peuvent avoir vues dans leur programme de géopo, comme le modèle en vol d'oie sauvage, la question de la croissance durable et vraiment ce qu'on entend par la soutenabilité de la croissance, avec la notion de la soutenabilité forte, la soutenabilité faible, etc. Et du coup, c'est plutôt de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a de l'intérêt de faire ces connexions sur toutes ces questions-là, tous ces enjeux-là. C'est vraiment primordial. Et vraiment, pour le coup, en Grand 3, nous, très souvent en Grand 3, en ESH, on se rend compte d'une chose: les acteurs publics aujourd'hui n'arrivent pas à s'accorder pour répondre aux grands enjeux. Et cette question-là, je pense qu'on la retrouve Péa, à toi de me le dire, mais je pense qu'on la retrouve les politiques publiques, comme on le disait dans la dernière vidéo. C'est absolument... En fait, comme le dit Sam, on a besoin de ces interconnexions pour sublimer vos connaissances dans un 3. C'est pas nécessaire. Pour des étudiants en géopo, l'approche de l'ESH, c'est peut-être un peu plus technique.
Il y a beaucoup plus de notions techniques et ça peut être un peu déroutant. Il ne faut pas s'arrêter à ces premières impressions, justement, parce que ça fera la différence. Sur des chapitres compliqués comme la monnaie, je sais que quand je parlais de la monnaie à mes étudiants et que j'ai renvoyé vers Sam, ils étaient vraiment en galère sur la monnaie, par exemple. Mais quelqu'un qui va savoir exprimer des enjeux, des tensions ou expliquer des guerres commerciales ou des barrières tarifaires avec une explication technique sur la monnaie, ça va faire mouche, quoi. Je pense notamment à un exemple un peu concret. Il me semble qu'il y a quelques années, on avait eu un sujet sur la mondialisation est-elle irréversible, par exemple. Pareil, en AGG, il me semble qu'il y avait eu un sujet sur la mondialisation il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous pensez que sur un sujet qui invite à la mondialisation, par exemple, est-ce que c'est pertinent justement de coupler ESH et Géopo, ou est-ce que vous pensez justement que chaque matière doit rester dans son domaine? Ça me paraît nécessaire, c'est pas possible de faire sans, même si on n'a pas de connaissances en ESH. On a quand même le minimum du background en géopo. Alors forcément, ce sera encore mieux d'avoir les connaissances un peu approfondies de l'ESH au niveau économique, mais l'essence même de la mondialisation, elle est économique. C'est ça. Et nous, généralement, quand on va définir la mondialisation, donc on a la définition classique qu'on va pouvoir mettre, phénomène d'intensification des flux d'échange, etc., différentes natures. Et moi, ce que j'explique aux élèves, c'est que si on focalise pas l'attention sur l'aspect économique, sociologique et politique d'abord, on s'enferme. Parce qu'en fait, la mondialisation, c'est tellement vaste comme concept qu'on est obligé à un moment de centrer l'analyse. On ne pourra pas, en 8 pages, traiter de la mondialisation, en réalité, avec raison, sur toutes ses composantes. Parce qu'il y a la mondialisation culturelle, il y a la mondialisation qui est avec un aspect plus social, etc. La mondialisation de la connaissance, etc. Donc, on ne peut pas traiter l'ensemble des spécificités de ce concept qui est extrêmement large en réalité. Donc nous, on va commencer à avoir une approche assez focalisée sur l'éco et la socio, donc avec l'analyse des flux commerciaux, l'analyse des flux financiers, et ensuite pour aller vers un grand 3 où on pourra se poser des questions beaucoup plus politiques. Donc la façon de gouverner le concept même de la mondialisation, c'est toujours plus d'interdépendance, mais sans structure étatique. Donc comment on fait pour gouverner sans État? C'est la question de la gouvernance. Et la question de la gouvernance, elle peut être vraiment adressée qu'avec une vision de géopolitique, en fait, d'alliance entre les États, et parce qu'en fait, tous les grands enjeux sont réglés à l'échelle internationale. Bien sûr. Et en plus, si vous analysez un petit peu en profondeur les sujets et toutes les grandes thématiques, que ce soit en ESH ou en géopo, vous verrez que c'est des cycles de causes et de causalité et de conséquences. Parfois, souvent même, générés par la mondialisation, on a des causalités économiques qui génèrent des conflits géopolitiques, qui eux-mêmes régénèrent des conflits économiques, qui régénèrent à l'infini comme ça. Les deux sont profondément intriqués. On ne peut que vous conseiller de vous documenter là-dessus. Ce serait dommage de vous priver de ça. Vraiment, en plus, ça vous aide, c'est même pas du temps perdu, donc c'est une valeur ajoutée, mais ça vous aide à comprendre vos propres concepts, en fait. Et ça vous aide à les comprendre en profondeur. Et c'est là que pour moi, c'est lié à la performance. Non, mais c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Et pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit, c'est que finalement, évidemment, chaque matière a son cadre de domaine, évidemment, et son expertise, mais finalement, s'ouvrir à l'autre matière, que ce soit l'USH ou la géopolitique, mutuellement, ça peut aider finalement à mieux prendre du recul sur les différentes thématiques que vous pouvez aborder en cours, et notamment sur les grands 3. On voit aussi, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, qu'au niveau des oraux HEC, ESCP, en HGG ou en ESH, il peut y avoir parfois des sujets un peu limitrophes, c'est-à-dire parfois un sujet d'AGG qui va pencher vers de l'ESH, ou de l'ESH qui va légèrement pencher vers de l'AGG, ou même au niveau du triptyque HEC aussi, parfois des sujets un peu plus orientés ESH ou AGG que culture G. Vous en pensez quoi? Il ne faut pas oublier quand même qu'on est en ESH. Et ça on ne l'a pas assez dit parce qu'il y a beaucoup de relations entre ESH et Géopo, mais je trouve ça important quand même de dire que quand on est en ESH, on fait de l'ESH, quand on est en Géopo, on fait de la Géopo. Surtout pour la méthode, parce que contrairement à la Géopo, en ESH, on a besoin de références théoriques dans chaque sous-partie. On a besoin d'être hyper rigoureux dans la façon de citer les auteurs, de retranscrire leurs théories, etc. Pas forcément la même méthode en Géopo. Donc, quand on va aborder un oral, même si le sujet est proche d'un sujet de Géopo, on attend de nous de répondre en tant qu'étudiant en ESH. Et ça, je trouve ça important parce que sinon, on va aller vers des généralités. Parce que en gros, quand moi, je fais cours aux élèves en AGG, ils disent que c'est hyper spécifique, c'est hyper technique, etc. Quand PA fait cours, ils vont dire « Ah, mais en fait, il nous manque des références, on n'a pas trop de théorie, etc. » Donc, c'est pas la même matière quand même. Exactement. Et en plus, là, on focus ESH Géopo.
Et je pense qu'on commence à en avoir fait le tour. Moi, je suis convaincu, et je le dis aussi à mes étudiants, je pense que Sam, tu dois aussi leur conseiller, par exemple en géopo, mais utilisez vos connaissances en CG, en philo. Pitchy, toi qui t'occupes de la philo et de la CG chez Mission Prépa depuis ses débuts, tu peux nous confirmer ça. C'est tellement bien vu, tellement excellent d'utiliser une ref littéraire, par exemple en accroche, ou même pour éclairer un autre concept. Bah, ça peut donner des copies qui finalement font preuve d'une intelligence globale, et ça c'est assez rare de nos jours, donc c'est vivement conseillé. Pour le coup, est-ce qu'en ESH aussi la philo on peut utiliser un peu plus ou pas? Avoir des références qui sont tirées de la philo, moi ça me dérange pas du tout, et dans les copies on en retrouve. Ensuite, encore une fois, il faut quand même adapter à la matière. Je pense que lire des copies où on fait de la géopo en CG, ça marche pas, Ouais. et vice versa. Par contre, ça donne un côté stylisé à la copie, d'intégrer des références un peu philo. De culture. Voilà, c'est ça. Et au final, dans la notation, c'est extrêmement émotionnel. Je pense dans toutes les matières, il y a la partie émotion. Le correcteur, finalement, il attend de... S'il se reconnaît dans la copie en se disant « Ah, mais c'est quelqu'un de passionné, qui a un trait d'esprit, qui est intelligent, qui réfléchit bien », bah, il va avoir cette relation avec la copie en se disant bah, je vais la valoriser, et je vais moins passer sur le détail de est-ce qu'il a bien compris les théories, etc. Et moi, je le vois même encore cette année, on a reçu les copies de nos anciens étudiants cette année. Et en fait, on le voit, parfois, c'est pas des copies super, mais qui obtiennent 15, 16, 17, parce que c'est bien rédigé, parce que c'est intelligent, et ils font le job en intro surtout. Et au final, bah, on passe moins à côté de... Moi, quand je regarde vraiment leurs copies dans le détail, il y a des erreurs, mais on les voit pas. Donc, voilà. En tout cas, comme vous avez pu le voir, Sam s'occupe de nos étudiants en ESH depuis bientôt 7 ans, PA depuis 5 ans et demi aussi, depuis la création de la section géopolitique chez Mission Prépa. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, et on s'occupera évidemment du mieux qu'on peut pour vous amener aux meilleures notes possibles. Je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin pour les étudiants. Bah, un petit mot, en tout cas, si vous êtes en géopo, sachez, et je pense que vous l'aurez compris, que s'intéresser et creuser des notions d'éco, c'est intéressant. En ESH, c'est vrai aussi, et vraiment, je le redis encore une fois, les grands trois, c'est souvent ce qui va faire aussi la différence au concours, parce que, bon, bah, en ESH, ça se retrouve encore plus, mais c'est beaucoup de oui-non. C'est vraiment très important de prendre du recul sur votre cours et d'être capable d'explorer ces notions-là. Et encore une fois, c'est le côté émotionnel, ce qu'on a dit à la fin sur la façon dont les correcteurs corrigent, c'est très important. Vous avez vraiment largement travaillé la question de la méthode, et on l'a fait aussi beaucoup dans les vidéos, mais la méthode, c'est très important. Et ensuite, dans les références, ne pas s'empêcher d'aller piocher avec parcimonie, bien sûr, dans des éléments de géopo, voire de philo. Voilà, bah pour le mot de la fin, je pense que essayez de maîtriser votre cours. Non, c'est pas essayer, c'est maîtriser votre cours. Mais quand vous êtes arrivé à un certain point dans vos connaissances, extirpez-vous de ce cours, métabolisez toutes les connaissances que vous pouvez choper à droite, à gauche, dans tous les domaines, y compris en langue, en philo, en maths un peu moins peut-être pour les matières de dissertation, mais surtout ça doit être un tout. Et vous devez être capable de penser de manière pragmatique, cohérente, efficace sur un sujet, tout en gardant à l'esprit que vous êtes dans un certain type d'épreuve, mais que tout se connecte. Et comme l'a dit un certain physicien, rien ne se perd, tout se transforme. Enfin voilà, sinon c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.